Dans les annales du génie et du prodige, le nom de William James Sidis résonne comme un écho mystérieux et captivant. Considéré par certains comme l'homme le plus intelligent de la planète, surpassant de loin Albert Einstein en termes de capacités intellectuelles brutes, William est une figure dont l'histoire est aussi fascinante qu'elle est tragique. Malgré un intellect exceptionnel et des promesses de grandeur, il est resté largement inconnu, car il n'a laissé aucun héritage marquant avant son décès prématuré. Son génie, ses attentes écrasantes et son destin finalement obscur font de son histoire un véritable drame psychologique. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'histoire de ce prodige, dont le destin est aussi brillant qu'il est sombre. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Espace Merveilleux. William James Sidis est né le 1er avril 1898 à New York, dans une famille d'origine juive russo-ukrainienne. Son père, Boris Sidis, est un psychologue renommé, et sa mère, Sarah Sidis, est une médecin diplômée de l'université de Kiev. Dès son plus jeune âge, William est entouré d'un environnement intellectuellement stimulant. Son père, fervent défenseur de la théorie de l'enseignement précoce, est convaincu que son fils sera un génie. Le père Boris est convaincu que l'école des masses n'est pas adaptée aux enfants. Il préconise l'éveil très précoce par la stimulation de la curiosité naturelle de l'enfant et l'interaction avec des adultes bien formés. Boris considère qu'à 8 ans, un enfant peut acquérir les mêmes connaissances qu'un élève venant de terminer le lycée. À une époque où les femmes en Amérique n'avaient même pas le droit de voter, Sarah Sidis se distingue par son incroyable détermination et ses accomplissements. En 1897, lorsqu'elle obtient son diplôme de médecine, elle devient l'une des premières femmes à obtenir ce diplôme dans l'histoire des États-Unis. Cette réalisation remarquable en fait une pionnière dans un domaine dominé par les hommes. Sarah partage la conviction de son mari Boris, selon laquelle le système éducatif classique est défaillant pour les enfants prodiges. Ensemble, ils croient fermement qu'un système éducatif précoce, rigoureusement organisé, est la clé pour développer le potentiel extraordinaire de leur fils. Ils sont convaincus que leur fils William pourra atteindre des sommets inégalés grâce à une éducation sur mesure qui transcende les méthodes traditionnelles, leur vision les plaçant en avant-garde de l'éducation précoce. À l'âge de 6 mois, William sait déjà lire et écrire. À l'âge de 4 ans, il parle couramment plusieurs langues et avait une compréhension impressionnante des mathématiques et des sciences. William James possédait un quotient intellectuel stupéfiant de 300, un chiffre qui défie l'imagination et qui semble tout droit sorti d'une science-fiction. Pour saisir pleinement l'ampleur de ce génie hors du commun, il est essentiel de comprendre la portée de ce nombre. Le quotient intellectuel moyen d'un être humain se situe autour de 100 à 110. Ce chiffre, bien qu'adéquat pour la majorité, est un modeste reflet de ce que l'esprit humain peut accomplir. En comparaison, Albert Einstein, dont le génie est universellement reconnu, avait un quotient intellectuel estimé à environ 190. L'intellect d'Einstein, déjà phénoménal, se situait donc à peu près au double de celui d'une personne brillante, mais ordinaire. Maintenant, imaginez ce contraste époustouflant. Le quotient intellectuel de William Sidis ne se contente pas de surpasser celui d'Einstein, il le dépasse de 110 points. C'est comme si le génie d'Einstein, déjà en marge de l'exceptionnel, était éclipsé par la lumière éclatante d'un intellect encore plus prodigieux. Cette différence vertigineuse fait paraître le génie d'Einstein presque ordinaire en comparaison. Le quotient intellectuel de William Sidis est une montagne vertigineuse, un sommet inégalé dans les annales de l'intelligence humaine, une mesure de capacité intellectuelle si extrême qu'elle semble presque surnaturelle. Dans le monde de l'esprit, William se tient en dehors des limites que nous pensions connaître, comme une étoile lointaine dont la lumière brille si intensément qu'elle éclipse toutes les autres. Enfant, William est soumis à une pression énorme. Son père en particulier impose un régime éducatif rigide, structuré autour de l'idée que la meilleure façon de cultiver le génie est de le surcharger de connaissances et de défis. William, malgré son incroyable intelligence, est également un enfant comme les autres, avec ses propres désirs et émotions. À l'âge de 11 ans, William entre à l'université de Harvard, où il impressionne par ses capacités intellectuelles hors du commun. Il est souvent considéré comme une sorte de prodige. L'attrait médiatique autour de William est immense. En 1919, alors qu'il est encore un adolescent, il est invité à donner une série de conférences sur divers sujets académiques. Ces conférences attirent une foule de curieux, de journalistes et de scientifiques. William, malgré son jeune âge, démontre une maîtrise impressionnante dans des domaines aussi variés que les mathématiques, la linguistique et l'histoire. Son esprit brillant est largement reconnu, mais le prix de cette reconnaissance est élevé. Le père de William, Boris Sidis, était un fervent défenseur de ses propres théories éducatives, et il ne manqua pas de mettre en pratique ses idées novatrices avec son fils comme sujet d'expérimentation.
Boris n'était pas simplement un parent fier, il était un chercheur déterminé, utilisant William comme un cobaye dans une quête obsessionnelle pour prouver la validité de ses méthodes. À chaque étape, il développait des études et publiait des articles détaillant les résultats impressionnants obtenus grâce à son approche rigoureuse et scientifique de l'éducation précoce. Les prouesses intellectuelles de William, loin d'être un simple témoignage d'un talent inné, étaient les présentées comme le fruit d'une méthode éducative révolutionnaire. Mais cette vision du fils comme un objet d'étude scientifique et une démonstration vivante des théories de son père engendrait une réalité poignante. Tandis que Boris et Sarah se délectaient des succès académiques et des exploits extraordinaires de leur enfant, ils le traitaient aussi malheureusement comme un sujet de laboratoire. Leur amour pour William était entaché par une obsession scientifique qui le transformait en une vitrine de leurs propres théories. Ce dévouement inébranlable à prouver leur méthode, bien que salué comme une avancée pédagogique, faisait peser sur le jeune garçon un poids immense, le réduisant à un simple instrument dans leur quête de reconnaissance et de succès. Leurs ambitions et leur quête de validation scientifique voyaient en William non seulement un fils, mais un prodige, dont les performances devaient à tout prix être un reflet éclatant des théories de ses parents. Et ainsi, dans ce laboratoire familial, les limites entre l'amour parental et l'expérimentation scientifique se brouillaient, faisant de William un brillant mais malheureux cobaye de leurs ambitions démesurées. Au début des années 1920, épuisé par l'énorme pression et les attentes étouffantes qu'il avait suivies depuis sa plus tendre enfance, William décide de quitter la maison de ses parents, cherchant désespérément une échappatoire à la célébrité qui l'a écrasé. Il entreprend alors une quête intense pour mener une vie normale, loin des projecteurs et des attentes scientifiques. Avec une détermination farouche, il change son identité à plusieurs reprises, déménageant d'une ville à l'autre pour se fondre dans l'anonymat. Sa nouvelle vie le conduit à écrire de nombreux livres sur des sujets aussi variés que l'histoire et la vie quotidienne, soigneusement éloignés de la science qu'il avait définie jusque-là. Cependant, cette quête d'anonymat est loin d'être simple. Chaque fois qu'il publie un ouvrage, il le fait sous une identité différente, rendant chaque nouvelle publication quasiment impossible à relier à son auteur véritable. Malgré la quantité impressionnante de livres qu'il produit, nombreux sont ceux qui restent anonymes ou perdus dans l'oubli, car, à chaque fois, il choisit un nouveau pseudonyme. Ce changement constant d'identité est sa manière de se protéger, mais aussi de se libérer des chaînes de son passé. Sa tentative de mener une existence paisible est interrompue par des difficultés financières persistantes et des problèmes personnels récurrents. William se retrouve à jongler avec divers emplois temporaires, luttant pour une stabilité qui semble toujours hors de portée. En parallèle, ses opinions politiques radicales et son activisme social le mettent en conflit avec les autorités. Cette tension atteint son paroxysme lorsque William est arrêté pour des raisons politiques et sociales, condamné à 18 mois de prison. Après avoir purgé ses 18 mois de prison, William choisit de se réfugier dans une existence encore plus isolée et anonyme. Il s'installe dans un recoin discret de la ville, se fondant dans l'ombre du monde qu'il a autrefois connu. Son désir ardent de rester invisible semble enfin atteint, jusqu'à ce qu'en 1937, une journaliste déterminée du New Yorker, fascinée par son histoire troublante, décide de faire de lui le sujet d'une série d'articles intitulée « Où sont-ils maintenant ?» Cette série se concentre sur les vies des personnes autrefois célèbres qui se sont retirées du monde médiatique, offrant un regard incisif sur leur destinée après leur gloire passée. La journaliste, animée par la curiosité, approche William sous un prétexte amical, profitant de sa beauté charmante et de son air réservé pour gagner sa confiance. Avec une habileté subtile, elle obtient des informations détaillées et intimes sur la vie de William, dévoilant les aspects les plus privés de son existence. William, fatigué mais naïf, se laisse emporter par la promesse d'une compréhension empathique, sans réaliser qu'il est en réalité le sujet d'une exploration sensationnaliste. Une fois la relation de confiance établie, la journaliste brise brutalement cette intimité fragile, en publiant une série d'articles qui se moquent de William avec une cruauté glaciale. Ces écrits empreints de railleries acerbes et d'humiliations délibérées se moquent de la manière dont il aurait gâché son génie précoce. Les articles peignent William comme un génie déchu, un être qui aurait trahi ses propres potentialités. Cette exposition implacable écorche son âme déjà meurtrie, le plongeant dans un tourbillon de désespoir et de colère. En réponse à cette attaque, William intente un procès contre le New Yorker, accusant le journal de diffamation et d'intrusion flagrante dans sa vie privée. Le climat est déjà tendu et les attentes sont élevées, mais le tribunal, en dépit de la gravité des accusations, statue contre lui. Le juge, en affirmant que William est un personnage public, déclare que le droit à l'information prédomine sur le droit à la vie privée. La décision tombe comme un coup près, laissant William dévasté et désillusionné,
sa quête d'anonymat déchirée par une nouvelle vague d'intrusion et de mépris. William meurt le 17 juillet 1944 à l'âge de 46 ans. Sa mort passe relativement inaperçue, reflétant la manière dont il a vécu ces dernières années dans l'ombre. Son héritage est complexe. D'une part, il est considéré comme l'un des plus grands génies, un prodige dont les talents étaient incontestables. D'autre part, son histoire est une leçon sur les dangers des attentes excessives et des pressions sociales. L'histoire de William James Saidis se termine sur une note poignante et profondément triste. Une tragédie qui nous invite à réfléchir sur les forces qui façonnent le destin des prodiges. Son génie intellectuel exceptionnel n'a pas su éclipser les douleurs et les souffrances qu'il a endurées, ni les déchirements émotionnels qui ont accompagné sa quête désespérée pour une vie normale. Dans ce drame, il est crucial de considérer le rôle déterminant de ses parents, qui dans leur passion pour les théories scientifiques et l'éducation précoce, ont souvent négligé le côté humain et émotionnel de leur fils. En le traitant comme un simple cobaye pour leurs expérimentations, ils ont peut-être oublié que derrière ce prodige se cachait un enfant avec des désirs, des peurs et des besoins émotionnels. Je vous invite à partager vos réflexions sur les raisons de cette fin tragique. Que pensez-vous des responsabilités des parents dans la vie des enfants prodiges ? Comment la quête de perfection intellectuelle peut-elle parfois ignorer les aspects essentiels de l'humanité ? Vos avis et analyses sont précieux pour comprendre pleinement cette histoire complexe et émouvante. N'hésitez pas à commenter et à engager la discussion pour explorer ensemble les dimensions profondes de cette histoire bouleversante. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour rester informé de nos nouvelles vidéos. Merci pour votre visionnage et à bientôt.